Bonjour tout le monde. Bon, première chose, je remercie forcément les organisateurs pour l'invitation. Le titre que j'ai choisi pour la présentation, de toute façon, c'était les protéines végétales, un enjeu planétaire pour produire et consommer autrement. Et je vais aborder ça dans quatre chapitres, je pense qu'on peut dire. Donc d'abord, juste quelques éléments de contexte autour des enjeux environnementaux. Je m'excuse d'avance parce que j'ai vu qu'il y a eu quand même des personnes éminentes qui ont fait des présentations sur ces sujets au cours dans le programme de cet événement. Donc, je m'excuse d'avance si ce que je vous présente, c'est un peu redondant par rapport à les présentations qui sont passées précédemment. Ensuite, je vais me pencher un petit peu sur l'évolution de la demande, les tendances marché qui se dessinent. Ensuite, les verrous à lever. Les verrous à lever pour favoriser l'intégration des protéines végétales dans l'alimentation humaine. Et puis, un petit focus sur les actions en cours, notamment autour des projets de R&D collaboratifs qui ont été labellisés par le pôle de compétitivité Vitagora. Juste pour commencer, un petit mot sur qui nous sommes. Donc, Vitagora, c'est un pôle de compétitivité agroalimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que nous sommes un regroupement de structures, que ce soit industrie, recherche et formation, comme je vous verrai dans le slide suivant. Nous sommes implantés sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. Et nous avons des missions qui sont de favoriser la croissance de nos adhérents par l'innovation pour attaquer les marchés alimentaires à haute valeur ajoutée en France ou même dans le monde. Nous avons un réseau de 440 membres actifs, donc des membres de l'industrie, des plus petites structures TPE, start-up, jusqu'aux grands groupes agroalimentaires. Nous avons aussi des structures de la recherche qui sont adhérents du pôle et des organismes de formation dont AgroSub Dijon par exemple. Et ces acteurs collaborent ensemble pour relever des défis associés à l'industrie agroalimentaire. L'effet de notre pôle de compétitivité, c'est un effet de cluster, on peut appeler comme ça. Et essentiellement, on peut le résumer un petit peu comme l'application de connaissances technoscientifiques dans lesquelles le pôle est très, très riche, il faut le dire, grâce à un tissu très, très développé sur nos régions, et d'appliquer ces connaissances aux défis de l'innovation agroalimentaire. De la fourche à la fourchette, ça c'est important parce que le périmètre d'intervention de Vitagora, c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Et ceci au service de créer une offre alimentaire, source de bien-être pour les consommateurs. Ça veut dire travailler sur une alimentation qui peut être à la fois savoureuse, source de plaisir, saine, qui peut contribuer au maintien du capital santé des mangeurs, et aussi durable. Donc, d'abord, un petit mot sur les enjeux environnementaux. Je commence par ce slide parce que je lis des journaux. Je lis des journaux en anglais notamment parce que, comme vous avez certainement entendu, j'ai un petit accent anglophone. Et ce dernier temps, ça date du mois d'octobre de l'année dernière, il y a eu la publication d'un rapport qui a donné naissance à un certain nombre de titres assez alarmistes dans la presse anglaise. J'ai moins vu dans la presse française, mais peut-être que ça s'est passé par là aussi. Du type abandonner maintenant à la consommation de la viande ou devenir au moins flexitarien pour sauver la planète. Donc une réduction énorme dans la consommation de viande est essentielle pour éviter une catastrophe climatique. C'est quand même des propos choquants, pour dire le moindre.
évidemment, ça pointe du doigt assez fermement la production, ou plutôt la production et la consommation de viande comme source d'un certain nombre de maux environnementaux. Si on regarde un petit peu plus près, ça passe par la production de gaz à effet de serre. Par exemple, pour la production animale représente 58% de toutes les émissions de l'agriculture mondiale, mais aussi la déforestation. La production animale utilise 80% des terres agricoles, mais ne représente que 18% des calories produites et 37% des protéines produites. Et bien entendu aussi la consommation des ressources d'eau. Et si on regarde le tableau sur ce slide, on voit que la production de viande bovine, par exemple, représente une consommation 5 fois plus importante que la production de légumineuses à graines, alors que pour une quantité équivalente de protéines. Hop, je passe à mon slide. Donc, bien sûr, ces scénarios sont sujets à des polémiques, accusés peut-être d'être lacunaires et moralistes, en écartant par exemple l'importance de l'élevage pour la structuration et l'entretien du paysage, ou l'existence quand même d'élevage durable. Je souhaite juste nuancer un petit peu mes propos, parce que quand même l'objectif de cette conférence n'est pas de prôner, de convertir toutes les populations au végétarisme ou au véganisme, mais de faire un focus sur les réponses durables à une réalité que force est de constater à travers le monde, avec le développement et l'occidentalisation des pays, notamment les pays BRIC, donc Brésil, Russie, Inde et Chine. La consommation de viande est quand même en train d'exploser. Et les ressources planétaires ne vont pas pouvoir suivre cette demande en forte croissance. Donc, je passe sur un petit message quand même un petit peu plus positif. Sur l'impact positif de la production des protéines végétales. On peut constater, bien entendu, que la production de protéines végétales est moindre en termes d'émissions à gaz à effet de serre, moindre consommation de ressources d'eau. Et puis, si on fait un focus sur les légumineuses, on est quand même sur un sujet qui fait ses preuves en termes de contribuer à des solutions de réduction d'intrants chimiques, contribuer à la bonne santé des sols, au maintien de la bonne santé des sols, et bien entendu aussi qui présente de nombreuses qualités nutritionnelles à tester. Puisque j'évoque maintenant les légumineuses, je vais juste me permettre de faire un petit rappel de ce que sont les légumineuses selon la réglementation européenne. Il y a les protéagineux, regroupant pois, protéagineux, févrole et lupin, les oléagineux, incluant le soja, et les légumineuses à graines, donc en anglais pulses, qui comprennent lentilles, pois chiches, haricots secs et vèches. En fait, je ne sais même pas comment ça se prononce en français. Vès, d'accord, ok. Parce qu'en anglais, c'est vetch, et en fait, je ne suis pas cherché à vérifier la prononciation. Donc, à partir de ce constat, par où devons-nous commencer pour relever ce défi énorme de sauver le monde par notre alimentation? Un premier axe pourrait être évidemment de réduire la part de la viande qui part dans les poubelles par la réduction du gaspillage. Et il est vrai, il existe un potentiel énorme pour optimiser les procédures sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire pour essayer de mettre en place des actions de réduction du gaspillage alimentaire. Un deuxième axe est aussi
un focus sur les avancées technologiques ou scientifiques pour optimiser l'empreinte environnementale et la durabilité de la production de la viande. Par contre, selon au moins les auteurs du rapport que j'avais évoqué en début de la présentation, c'est surtout l'axe de la modification des régimes alimentaires partout dans le monde qui aurait le plus d'impact pour diminuer la catastrophe écologique imminente sur Terre. Et comme l'un des auteurs a dit dans un article de presse, je vais passer en anglais, je vous prie de m'excuser. Ultimately, we live on a finite planet with finite resources. It is a fiction to imagine there is a technological solution allowing us to produce as much food as we might ever want, allowing us to overeat and throw food away. Donc, ça permet de souligner un peu le vrai besoin de se pencher sur les questions de... Oups, j'ai perdu un slide. De faire évoluer les régimes alimentaires partout dans le monde, et en commençant par les pays occidentaux. Par exemple, ce que les auteurs de l'étude recommandent, c'est de réduire d'ici 2050 notre consommation de porc, de bœuf et d'agneau par 8 fois, c'est-à-dire manger 8 fois moins de porc, de bœuf et d'agneau, et de manger 2 fois plus de légumineuses. Les légumineuses, bien entendu, ça va varier énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, si on regarde de plus près la France et les USA comme deux exemples de pays occidentaux, on voit qu'aux États-Unis, on est sur 120 kg de consommation de 120 kg de viande par personne par an. En France, c'est un peu moindre, mais on est quand même à 89 kg de viande. Et si on descend au plus bas, que j'ai pu trouver en termes de chiffres, c'était en Éthiopie, où chaque habitant consomme que 7 kg de viande par an. Et puis sur la question des légumineuses, là j'ai un chiffre sur les légumineuses à graines. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil que les légumineuses de façon globale, mais c'est les chiffres que j'ai trouvés. Aux États-Unis, il y a une consommation de 1,3 kg de légumineuses à graines par an. Et la France, il faut le reconnaître, est encore moins bons élèves avec que 650 grammes de consommation de légumineuses à graines par personne par an. Alors qu'à l'autre bout de l'échelle, au Niger, chaque habitant consomme 35 kg de légumineuses à graines. Donc il y a quand même de vastes différences en termes de modification alimentaire à effectuer selon le pays. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les questions d'évolution de la demande, parce que on est heureusement face à un constat qu'il y a des signes positifs de la prise de conscience chez les consommateurs. Le constat majeur est bien entendu la baisse de la consommation de la viande dans de nombreux pays occidentaux. Et les 3 que j'ai cités là sont la France, le Royaume-Uni et l'Angleterre, et les États-Unis. Si on restreint le focus à la France, il y a un chiffre qui a été publié en mars suite à un sondage de Kantar que 86% des Français déclarent aujourd'hui faire en sorte d'adopter une consommation plus responsable, engagée pour le respect de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Donc c'est quand même un signe très positif d'un mouvement, d'une évolution de fond qui va permettre peut-être d'accélérer des notions de transition alimentaire. Et si je reviens sur des chiffres publiés par Kantar en 2017, parce que je n'avais pas le détail pour ce qui a été publié en 2019, et on étudie un petit peu les motivations qu'ils ont pu décortiquer sur les motivations des consommateurs. Ils ont identifié un certain nombre de typologies. D'abord, les humanistes, qui sont motivés par la construction d'un monde plus équitable et soucieux de chacun. Les green futures,
influencés par les tendances de consommation et une vision intellectualisée à long terme du changement. Les locavores, motivés par la proximité, qui cherchent à recréer du lien et à faire eux-mêmes. Les biocentrés, préoccupés par le vivant et le bien-être. Les éco-plaisirs, qui sont sensibles au devenir de la planète. Ils ne sont pas encore parvenus à changer, par contre, ils ne sont pas encore parvenus à changer ni leur mode de consommation, ni leurs gestes au quotidien. Et puis les néo-activistes, un groupe très impliqué et radicalisé qui dénonce les marques et les entreprises et joue un rôle d'influence dans le changement des habitudes de consommation. Et ce même rapport a également démontré que la consommation responsable passe en majorité, donc pour 52% des Français, par le fait de consommer autrement. Donc les motivations évoquées pour consommer autrement, c'est la santé, pour 44,5% des consommateurs interrogés, qui croient que les produits respectueux de l'environnement sont également meilleurs pour leur santé. Et la biodiversité, 84% des Français souhaiteraient que les étiquettes indiquent l'impact des produits sur la biodiversité. Donc c'est intéressant de voir ça, de mettre en face justement la démarche présentée par les personnes d'Auchan tout à l'heure, pour répondre éventuellement à ces attentes. Ensuite, sur l'état des marchés en termes d'opportunités et puis les applications actuellement, les applications de produits intégrant des protéines végétales déjà sur le marché en France. On est aussi sur des signes très positifs en termes de taux de croissance. Par exemple, le marché des substituts végétaux à la viande a enregistré en France une croissance de 82% en 2016. En France, le rayon traiteur végétal a enregistré également une croissance de 116% en 2017 pour dépasser un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros. Et il y a aussi un nombre de lancements de produits avec un positionnement végétal qui a augmenté à travers le monde, là on n'est plus qu'en France, de 62% entre 2013 et 2017. Et puis au final, les boissons et substituts de lait végétaux affichent un taux de pénétration dans les foyers français de 15%, selon Kantar. Donc c'est une croissance de ce segment en France qui représente plus 22% en valeur en 2017. Et puis, pour aller encore plus loin par rapport à l'éveil de la curiosité et l'ouverture des Français par rapport au végétal, on peut constater que selon un sondage mené par le GEPV en 2018, 45% des Français déclarent être intéressés par un produit qui associe protéines végétales et animales. Et pour 55% d'entre eux, il s'agit de raisons nutritionnelles. Ensuite, 60% des Français ne connaissent pas au moins une des... pardon, c'est un peu difficile à tourner ça. Donc, il y a la méconnaissance des protéines végétales qui diminue. Donc, 60% des Français ne connaissent pas au moins une des protéines végétales. Par contre, c'est une diminution par rapport à 2016 où on était à 69%. Donc, c'est quand même positif. Et que 68%. Oui, par contre, 68% en 2011. Donc, ça change un peu quand même. Et 34% des Français mentionnent les légumineuses à la question « Quels aliments contiennent le plus de protéines ?» Et ça, c'est aussi une petite augmentation depuis 2016. Et une grosse augmentation, par contre, depuis 2011. Et puis au final, par contre, les critères de non-achat des produits à base de protéines végétales, il y a le goût pour 46%, suivi de l'habitude, donc manque d'habitude de consommer des protéines végétales à 44%,
ou tout simplement un manque d'information à 31%. Donc ça nous donne déjà des billes en fait pour structurer une démarche auprès des consommateurs pour augmenter le taux de consommation de ces types de protéines. Et puis, un dernier petit slide, que je vais essayer de faire très vite. Sur les profils des consommateurs de viande, notamment autour des substituts végétaux, 69% des Français déclarent ne suivre aucun régime, donc pour tout type de régime confondu. Mais malgré tout, 35% des Français estiment avoir réduit leur consommation de viande. Et en 1977, les véganes ne représentaient, selon les sources, que 0,4% des consommateurs français. Donc ça veut dire que même si le véganisme, ça représente une proportion moindre des consommateurs, il y a quand même une ouverture. En abordant les questions de protéines végétales, on s'adresse quand même à la majorité. Et puis pour continuer, 28% des consommateurs français seraient adeptes de substituts végétaux, ce qui veut dire, par cela je pense que... Non, c'est dans le truc suivant. Donc 5% d'acheteurs réguliers et un taux de pénétration de l'ensemble des foyers français à 60% pour les produits de substituts végétaux. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, j'ai pas le temps de m'attarder dessus. Et puis, parmi les consommateurs réguliers de substituts végétaux en France, 47% sont des familles en quête de qualité, 23% sont des seniors en quête de santé et 24% sont des jeunes végétariens qui suivent la tendance. Et seulement 6% de consommateurs sont clairement engagés dans une démarche végétarienne, voire végane. Donc ça revient sur ce que j'ai dit, l'évolution des consommations, des habitudes de consommation, ça concerne quand même la majorité et pas que des groupes très restreints en termes de régime alimentaire. Par contre, pour intégrer davantage de protéines végétales dans l'alimentation humaine, il y a un certain nombre de verrous à lever. Les freins à l'utilisation, on peut les résumer en tant que freins agronomiques, des freins technologiques, des freins organoleptiques et des freins culturels. Et juste pour information, les protéines végétales les plus couramment utilisées en France aujourd'hui sont le blé, qui a une grosse part de marché, les soja, ensuite le pois, les fèves et les lupins. Donc les légumineuses, en fait, viennent en second plan par rapport au blé. Et sur la question de l'agronomie, donc les légumineuses, je fais un peu un focus sur les légumineuses à partir de maintenant, mais les légumineuses notamment sont sujettes à des rendements très instables qui freinent énormément l'intégration de ces cultures dans les systèmes agricoles. Par exemple, si on regarde ces deux graphiques, on voit depuis les années 80 qu'il y a une grosse chute de surface en France dédiée à la culture des légumineuses. Une petite remontée à partir de 2008, je pense à peu près. Par contre, en termes de rendement, on n'est vraiment pas sur quelque chose de stable. Donc c'est un très gros frein et le sujet de nombreux programmes de recherche quand même qui se penchent sur cette question de stabilisation des rendements. En termes d'agronomie aussi, les légumineuses sont face à des problématiques de structuration de filières. Puisque pendant un certain nombre de décennies, ces cultures ont occupé assez peu de surface agricole. Il y a eu en face un taux d'investissement assez limité en matière de sélection variétale, notamment par rapport aux cultures dominantes. À cela, on ajoute une demande industrielle et consommateur
moindre et une manque de structuration de la filière qui a fait en sorte que malheureusement ces cultures ont un peu sombré à un niveau pas très élevé pendant un certain temps. Par contre, aujourd'hui, qui font l'objet de nombreux programmes de recherche pour essayer de les redynamiser. En passant ensuite aux verrous technologiques liés à la transformation. Pour commencer, il y a la problématique de l'extraction. Les procédés d'extraction de protéines, isolats de protéines végétales, présentent un certain nombre de problématiques aujourd'hui qui impactent en fait forcément les fonctionnalités de ces ingrédients pour l'intégration dans des matrices alimentaires, et notamment substituer aux ingrédients d'origine animale. Ça reste un sujet majeur en fait d'innovation pour améliorer la fonctionnalité, le usability en quelque sorte de ces ingrédients. L'un des aspects de fonctionnalité, c'est la solubilité. Il y a des projets en cours pour améliorer les processus d'extraction parce que c'est une fonctionnalité très importante dans la formulation. Par exemple, aujourd'hui, il y a des travaux sur des omelettes sans œufs qui sont en cours, mais aussi des travaux sur, par exemple, des isolats à base de pois. Et en conditions laboratoires, il est possible d'avoir un taux de solubilité en fait égal aux ingrédients d'origine animale. Par contre, au niveau industriel, il y a du progrès à faire quand même. Et deux autres fonctionnalités qui sont aussi très importantes dans les fonctionnalités recherchées par les industriels, c'est la gélification, la fonction de gélification et la fonction d'émulsification. Où pareil, il y a des travaux en cours, par contre du progrès à faire pour identifier la bonne source de protéines végétales, les bons procédés pour faire en sorte que l'ingrédient puisse présenter les bonnes fonctionnalités souhaitées. Pardon ? 2-3 minutes pour essayer. D'accord. Ok, moi je vais essayer de passer un peu vite parce que je voulais aussi présenter quelques projets de recherche. Donc, il y a aussi les freins organoleptiques qui sont très importants vis-à-vis de l'acceptabilité des consommateurs. Il y a des off-notes, des arômes pas souhaités. Il y a des solutions déjà identifiées, notamment par la fermentation, mais à nouveau, il reste du progrès à faire. Je vais passer ça parce que ce n'est pas très important. Ensuite, les freins culturels. Au niveau de la perception des protéines végétales, notamment en face de la protéine animale, une association hédonique à la viande et un coût hédonique perçu en cas de modification de régime alimentaire. Et il est intéressant de noter sur ce plan-là que depuis 2017, le PNNS vient de déplacer les légumineuses hors de la catégorie légumes hors de la catégorie légumes et maintenant considéré comme un élément intégrant en fait du repas. Hop. Donc maintenant un petit regard sur les actions en cours. Donc les trois premiers projets que je vais présenter très très vite portent sur les verrous agronomiques de la production des protéines végétales, notamment les légumineuses. Donc il y a le projet PIMUST porté par l'UMR Agroécologie et qui a bénéficié de financement d'investissements d'avenir et porte sur le développement de nouvelles variétés de pois, entre autres. Et puis juste un petit rappel que en fait le mois prochain, il y a une grande conférence internationale sur la génétique et génomique des légumineuses que Vitagora organise avec l'UMR Agroécologie, où sera présenté notamment des travaux de recherche de PIMUST. Et puis deux autres sujets de programmes de recherche
autour des questions économiques qui est légitime, qui construit des scénarios territoriaux d'insertion des légumineuses. Et puis les gâteaux, projet H2020 ou FP7 européen, qui présente une double approche de répondre aux attentes des consommateurs et aussi des agriculteurs, avec l'idée de relancer, réintroduire les légumineuses dans les systèmes de culture européenne. Et puis j'ai juste 2 derniers projets qui sont intéressants car là on est vraiment sur une approche, un périmètre d'action industriel. Le premier c'est Legup, où je vais retrouver mes notes parce que j'ai pas toutes les... Oui, donc Legup qui est porté par le groupe Dijon Céréales et qui s'adresse à un nombre de verrous technologiques que j'ai déjà présentés, comme les qualités sensorielles, la digestibilité des ingrédients, mais aussi l'identification de nouvelles variétés qui permettent la production de protéines végétales adaptées au goût des consommateurs. Par exemple, est-ce que la génétique peut améliorer le goût des légumineuses par la réduction de composants non souhaités? Et aussi la mise au point d'ingrédients innovants grâce à des procédés de transformation innovantes. Ensuite, juste pour terminer, le projet ProVegas, parce que c'est aussi un projet très intéressant. C'est un projet qui s'adresse à 3 freins identifiés à la consommation des légumineuses. Donc le goût et les textures, on peut apprécier, un temps de préparation trop long et des difficultés de digestion. Donc ils vont s'adresser à la question du goût. Au niveau nutritionnel, maximiser les apports nutritionnels des légumineuses dans le régime alimentaire, améliorer leur confort intestinal, et puis au final, faciliter la préparation des plats à base de protéines végétales. Et c'est intéressant de noter que, pas dans ce programme, mais il y a un deuxième programme en cours de montage qui est en cours d'instruction aujourd'hui, qui intègre même un gros industriel de l'aromatisation pour adresser ces questions d'acceptabilité consommateur. Voilà, donc je pense que je peux arrêter là. Merci beaucoup pour ce large panel. Donc, on va maintenant avoir un temps de discussion. Si vous avez des questions, voilà, j'en vois une par ici. Merci. J'ai 2 questions, mais elles seront courtes. La première, c'est un peu naïf, mais je n'y connais pas grand-chose. Au niveau des propriétés nutritionnelles des protéines animales végétales versus animales, est-ce que c'est que tout va bien, on peut vraiment remplacer la protéine animale par de la protéine végétale, en particulier pour les enfants, enfin les enfants en développement? Est-ce que ça marche ou il y a... Je vais revenir en fait sur ça que j'avais sauté parce que en effet c'est une question intéressante. Je le retrouve. Oui, essentiellement, de façon générale, les protéines végétales présentent bien entendu un ensemble de qualités nutritionnelles. Par contre, ils ne peuvent pas remplacer les protéines d'origine animale. Merci. Donc ça, c'est la réponse courte. Après, sur les besoins spécifiques des enfants, je préfère ne pas m'avancer dessus parce que c'est quand même un sujet assez pointu. Mais il y a certainement des ressources en ligne où on peut s'adresser, où on peut appréhender la question. Mais c'est clair, notamment dans le cas d'aliments à destination de petits-enfants et d'enfants, c'est quand même une question très sérieuse qui a besoin d'être étudiée avec soin. Okay, merci. Et la deuxième question, c'est sur la courbe que vous avez montrée là, sur l'évolution des surfaces agricoles, des surfaces utilisées par les légumineuses. Comment vous expliquez il y a un pic là en fin 90 et puis la chute début 2007. Ça s'explique comment ça? Je ne sais pas. Par contre, je regarde Philippe Lemonceau qui est en face parce que étant... Attends, oui.
C'est le pic qu'on peut remarquer en fait. Le pic et la chute. Oui, c'est 2008, 9, 10 environ. En 80... sur le graphique sur le slide à gauche. Non. Si vous regardez le sur bloc les à surfaces, gauche, la vous voyez chute sur qu'en les surfaces occupées. Vous voyez qu'en 87, il y a une augmentation très forte de la surface en poids. Et ensuite, vous regardez en 2007, à peu près, vous voyez qu'il y a une chute aussi très forte. Comment on peut les expliquer? Donc le fait que les surfaces soient variables, c'est ça, d'une année sur l'autre? Oui. Ouais. En fait, on est confronté à des problèmes agronomiques que tu as bien précisé sur l'instabilité des rendements. Et donc, en fait, il y a des vrais enjeux agronomiques qui reposent sur un travail, entre autres, de génétique. Et tu faisais référence à ce colloque de génétique, etc. La marge de progrès, elle est, alors sans rentrer dans les détails du poids, mais on est par des étages de production, donc qui correspondent à des niveaux de floraison. Il suffit qu'il fasse mauvais temps, sécheresse sur un étage de floraison. Si on n'a que 3 étages de floraison et qu'on a un stress climatique sur 2 étages, ça veut dire qu'on récolte qu'un tiers de ce qu'on devrait récolter. Par exemple, on peut voir en fait sur le graphique de Voilà. gauche, sur les années, je pense que c'est 2013, 14, 15, il y a eu quand même une chute en termes de rendement, Voilà. alors que la surface agricole reste relativement stable. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des aléas climatiques qui sont derrière. Et un des enjeux de recherche de la génétique, justement, c'est de pouvoir avoir plus d'étages de floraison, par exemple. Et donc, en fait, la variabilité des surfaces qui sont dédiées au poids, elle est bien là. C'est-à-dire que, en fait, l'agriculteur, lui, il faut qu'il garantisse son revenu. Et s'il considère qu'il prend un risque, et le risque, il l'intègre en fonction des résultats de l'année précédente. Voilà. Et c'est un vrai enjeu de développement en agroécologie, ça c'est clair, c'est important. Oui, peut-être, je n'ai pas tous les détails, mais peut-être en 2009, il y a eu des incentives pour pousser à l'adoption des cultures légumineuses. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous et puis ça a chuté. Je ne sais pas, c'est une question que je vais peut-être essayer de trouver une réponse. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant les produits transformés à base de protéines végétales, type steak ou saucisse, on a pu le voir. Type quoi, pardon? Type les steaks, vous aviez montré des photos oui. un peu de steaks végétaux. En fait, afin de masquer les off-flavors, vous en avez parlé, on utilise souvent dans leur formulation des arômes, voire même des arômes de fumée, en fait, pour imiter les arômes de la viande. Et est-ce que c'est pas un peu absurde dans une démarche où on veut passer des protéines animales à des protéines végétales, de vouloir absolument imiter les produits animaux qu'on mangeait avant, entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'augmenter cette acceptabilité auprès des consommateurs? Tout à fait. De toute façon, je pense que c'est pas forcément absurde parce que si on est dans une optique de souhaiter accélérer la transition alimentaire, imiter des produits à base de viande, je trouve que c'est une démarche tout à fait raisonnable. Par contre, il est clair que accélérer l'acceptabilité des produits à base de légumineuses, peut-être présentant plus les qualités intrinsèques de ces ingrédients, ça va passer forcément par un très gros travail d'éducation des consommateurs. Et je sais que c'est justement quelque chose qu'on a abordé pour le projet que j'avais évoqué juste de passage, qui est en cours d'instruction. Il y a un volet d'éducation à destination des consommateurs, c'est-à-dire la réalisation de recettes à base de légumineuses pour sensibiliser les consommateurs déjà sur les qualités gustatives des légumineuses, parce que après tout, les pois chiches, les lentilles, etc., ce sont des produits avec beaucoup de valeurs organoleptiques, qui peuvent apporter beaucoup de plaisir aux mangeurs. Par contre, moi personnellement, parce que là c'est juste mon avis personnel, je ne trouve pas nécessaire d'adopter une démarche ou un état d'esprit un peu puriste par rapport aux préférences, aux motivations des consommateurs.
Dernière question. Voilà, encore une, deux. Voilà. Bon, d'abord, merci pour votre présentation. J'avais une petite précision et une petite question aussi. Donc, moi, je travaille, ma thèse, c'est vraiment les légumineuses et plus précisément les légumes secs. Et donc, comme vous avez parlé dans votre présentation, que l'ANSES avait ressorti les légumineuses des groupes de légumes, et c'est plutôt qu'ils sont sortis des groupes de féculentes où ils s'étaient toujours mis. Par rapport au PNNS. Oui. D'accord, oui. Oui. Et donc, en fait, ils sont sortis des groupes de féculents par leur richesse en fibres et en protéines, et pas des groupes de légumes, en fait. Donc, ça, c'était une petite précision. De féculents, oui, excuse-moi, j'avais peut-être mal retranscrit le... Oui, oui. Ouais. Et la deuxième question, c'est plutôt de savoir quelles sont les sources d'informations pour avoir la quantité de consommation par rapport aux légumineuses en graines. Parce que je vois que c'est très bas, c'est 690 grammes. Et dans les derniers rapports de l'ANSES, il parlait qu'en moyenne, il consommait 1,7 kg par personne par an. En France? En France. Alors, c'est pour toutes les légumineuses ou que pour les pulses, les légumineuses à graines? Les légumineuses en graines. Ah d'accord, c'est possible que mes chiffres n'étaient pas à jour. Je pense que les chiffres que j'avais pris sur le slide au début s'arrêtaient en 2014, quelque chose comme ça. Donc il est possible que le niveau de consommation a amélioré fortement en France dans les quand même 5 ans depuis. Donc je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, mais de toute façon, ça ne change pas le message global qui est quand même, qui a un gros déficit en termes de contraste entre les pays occidentaux, tels que la France, et les pays moins défavorisés où il y a une consommation beaucoup plus élevée. Merci. Par ici, là, voilà. Tout d'abord, je vous remercie de votre présentation. Ma question, c'est par rapport à ce qu'on entend par substitut, parce que je pense que c'est assez varié dans son utilisation. Notamment, je pense aux boissons végétales comme substitut du lait, qui, d'un point de vue nutritionnel, sont quand même pas du tout pareil que ce que peut apporter le lait de vache par rapport à d'autres substituts végétaux qui se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on peut trouver, par exemple, dans les steaks. Et donc, est-ce que ce mot qui peut vouloir dire plein de choses en fait différentes, autant substitut dans l'utilisation par rapport au lait ou substitut d'un point de vue nutritionnel, ça risque pas de poser des problèmes pour le consommateur ou dans l'utilisation de ce qu'on peut faire de ces substituts? C'est une très bonne question et je n'ai pas du tout d'informations sur l'état de l'art au niveau de la réglementaire, s'il y a peut-être des challenges en cours par rapport à l'utilisation du mot, par exemple le lait. Je sais par exemple, on le sait tous, il y a eu des challenges autour de l'utilisation du mot mayonnaise pour évoquer un produit qui ne contient pas d'œufs. Ou je n'ai pas d'autres cas en tête. Mais pour les laits végétaux, en effet, c'est peut-être une question à se poser. Après, je me pose juste la question aussi de l'intérêt de trop focaliser sur les différences nutritionnelles des produits végétaux par rapport aux produits d'origine produits classiques, par exemple le lait, parce qu'il y a bien entendu des différences en termes de micronutriments, d'apport nutritionnel. Par contre, dans le cadre d'une alimentation globale, ce n'est rien de très choquant ou inquiétant, parce que, par exemple, le manque de calcium dans des laits végétaux, on peut compenser par des apports en calcium par d'autres aliments. Ça, c'est juste
voilà, une question de structuration de l'alimentation globale. Après, comme j'ai dit, la question de la réglementation de l'utilisation de ces termes, c'est peut-être justement quelque chose qui risque d'évoluer au fur et à mesure que les produits intégrant des ingrédients végétaux prennent de plus en plus de part de marché. Et voilà, d'un côté, peut-être protéger les intérêts des producteurs de la viande et de l'autre côté, protéger le consommateur. Bien, merci de votre intervention, de la discussion.